Un milliardaire de l'aéronautique achète un manoir abandonné, mais y découvre une fillette cachée avec un bébé, ce qui l'entraîne dans des révélations si dévastatrices qu'elles ébranlent toutes ses convictions et déterrent une vérité qui semble impossible à accepter. Le grincement assourdissant du portail en fer résonna à travers la propriété abandonnée, brisant des années de silence. Jean-Luc Dubois hésita, ses doigts encore enroulés autour des barreaux rouillés. Devant lui, le château de Valois se dressait contre le ciel gris, sentinelle solitaire, gardant des secrets depuis longtemps oubliés. Déglutissant difficilement, Jean-Luc s'avança. Les feuilles sèches crissaient sous ses pieds, et son souffle formait de petits nuages dans l'air froid de l'après-midi. La clé dans sa poche semblait peser une tonne. 3 mois. 3 mois depuis l'accident qui avait emporté ses parents. 3 mois de deuil, de colère, et finalement une décision impulsive qui l'avait mené ici, à ce qui ressemblait au bout du monde. Le porche gémit en signe de protestation lorsque Jean-Luc monta les marches, sa main tremblant légèrement alors qu'il attrapait la poignée de porte ornée. Un tour de clé, un déclic, et la porte s'ouvrit dans un long grincement angoissant. L'odeur de moisissure et d'abandon le frappa comme une vague. Jean-Luc cligna des yeux, s'habituant à la pénombre. Le hall d'entrée, autrefois magnifique, n'était plus que l'ombre de lui-même. Des toiles d'araignée décoraient le lustre en cristal, et la poussière dansait dans les rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres sales. Un miroir fissuré attira son attention. Jean-Luc s'approcha, fixant son reflet déformé. Des cernes profonds marquaient son jeune visage, témoin silencieux de nombreuses nuits blanches. Un instant, il crut presque voir le reflet de ses parents à côté du sien. Il cligna des yeux et l'illusion s'évanouit. Crac! Jean-Luc pivota sur lui-même, son cœur bondissant dans sa gorge. Le son venait de l'étage. Impossible. La demeure était vide depuis des années. « Bonjour ?» Sa voix résonna, faible et incertaine. Silence. D'un pas hésitant, Jean-Luc s'approcha de l'escalier. Chaque marche gémissait sous son poids, comme pour le dissuader de monter. En haut, un couloir s'étendait dans les 2 directions, des portes closes dissimulant les secrets de chambres depuis longtemps abandonnés. Un autre son. Un murmure, peut-être, ou un sanglot étouffé. Jean-Luc se figea, les sens en alerte. Là, au bout du couloir, à droite, une porte était légèrement entr'ouverte. Un faible ray de lumière filtrait par l'interstice. Il avança lentement, le cœur battant à tout rompre. Le papier peint délavé se décollait des murs, révélant des taches d'humidité. Des portraits poussiéreux semblaient l'observer, leur regard suivant chacun de ses pas. À quelques mètres de la porte, Jean-Luc l'entendit clairement. Un cri doux, presque inaudible. Un cri d'enfant. Il poussa la porte, qui s'ouvrit avec un léger couinement. La pièce était baignée par la lumière du soleil couchant, brillant à travers une lucarne poussiéreuse. Des meubles drapés de draps projetaient des ombres étranges. Et puis, il la vit. Dans le coin le plus éloigné, partiellement caché derrière une vieille commode, se trouvait une petite fille, pas plus de 5 ans, les cheveux en désordre et les vêtements sales. Ses grands yeux effrayés observaient Jean-Luc avec un mélange de peur et de défi. Dans ses bras, un paquet, un bébé. Jean-Luc sentit l'air lui manquer. Son esprit peinait à comprendre la scène impossible qui se déroulait devant lui. « Bonjour » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. » La fillette ne bougea pas, ne parla pas. Elle resserra simplement son étreinte sur le bébé. Jean-Luc fit un pas hésitant vers elle. La fillette recula, se pressant contre le mur. « Je m'appelle Jean-Luc » tenta-t-il à nouveau, s'agenouillant lentement. « Comment t'appelles-tu » Silence. Puis, si doucement que Jean-Luc faillit ne pas l'entendre. « Élodie » Le son de sa propre voix parut surprendre la fillette. Elle serra les lèvres, comme si elle craignait d'avoir commis une erreur. « Élodie » répéta doucement Jean-Luc. « C'est un très joli nom. Vous devez avoir faim, tous les deux. » À la mention de la nourriture, Jean-Luc vit quelque chose s'allumer dans les yeux de la fillette. L'espoir, le désespoir. « Je vais vous chercher quelque chose à manger, d'accord ?
Je promets de revenir tout de suite. » Jean-Luc se releva lentement, conscient des yeux d'Élodie qui suivaient chacun de ses mouvements. Il descendit, l'esprit en ébullition. Comment était-ce possible? Depuis combien de temps ces enfants étaient-ils là? Où étaient leurs parents? Dans la cuisine abandonnée, il trouva quelques boîtes de conserve oubliées. Il ouvrit une boîte de soupe, la versant dans un bol qu'il nettoya à la hâte. Il remonta les escaliers jusqu'à la chambre, craignant que les enfants n'eussent disparu. Mais Élodie était toujours là, exactement où il l'avait laissée. Il posa le bol sur le sol et recula. Élodie s'approcha comme un animal méfiant. D'une main, elle prit la cuillère, tandis que l'autre restait agrippée au bébé. Jean-Luc la regarda en silence, manger avec voracité, alternant entre des gorgées de soupe et des cuillerées qu'elle offrait délicatement au bébé. Le contraste entre sa propre faim et le soin qu'elle portait à l'enfant était déchirant. Quand le bol fut vide, Élodie regarda Jean-Luc, un mélange de gratitude et de peur dans les yeux. « Élodie, » dit-il doucement, « vous êtes en sécurité maintenant. Je promets de prendre soin de vous. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Peux-tu me dire comment vous êtes arrivés ici ?» La fillette baissa le regard, ses doigts jouant nerveusement avec la couverture du bébé. Un instant, Jean-Luc crut qu'elle ne répondrait pas. Mais ensuite, dans un murmure, « Maman m'a dit de rester cachée. Elle a dit que c'était dangereux dehors, qu'elle reviendrait nous chercher. » Jean-Luc sentit un nœud se former dans sa gorge. « C'était quand, Élodie ?» Élodie fronça les sourcils, essayant manifestement de se souvenir. « Il y a beaucoup de lunes, avant que le bébé ne naisse. » Le choc de la prise de conscience frappa Jean-Luc comme un coup de poing. Des mois. Ses enfants étaient ici depuis des mois. Seuls, abandonnés. En regardant les visages fatigués et effrayés devant lui, Jean-Luc sut que sa vie avait changé de manière irrévocable. Le château de Valois, qu'il avait espéré être un nouveau départ après la perte de ses parents, était maintenant le théâtre d'un mystère bien plus profond et urgent. Avec une détermination naissante dans sa poitrine, il fit une promesse silencieuse. Il découvrirait la vérité derrière cette situation impossible, et par-dessus tout, il protégerait ses enfants, quel qu'en soit le coût. Alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres poussiéreuses, projetant de longues ombres dans la pièce, Jean-Luc Dubois comprit que son voyage ne faisait que commencer. Le manoir silencieux recelait des secrets qu'il commençait à peine à entrevoir, et le destin avait placé entre ses mains la responsabilité de les démêler. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres dans leur cadre. Élodie tressaillit, serrant le bébé contre elle. Jean-Luc s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de la fillette. « Ça va aller, » murmura-t-il, à la fois pour Élodie et pour lui-même. « Nous sommes en sécurité ici. » Mais alors que les ombres de la nuit engloutissaient le château de Valois, Jean-Luc ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose les observait depuis l'obscurité, en attente. Le mystère ne faisait que commencer à se dévoiler, et il savait que les secrets enfouis dans ces murs anciens ne se révéleraient pas facilement. Avec un dernier regard sur les enfants maintenant endormis, Jean-Luc se prépara pour la longue nuit à venir. Le manoir était peut-être silencieux, mais ses secrets criaient pour être découverts. L'aube avait à peine pointé que le grondement d'un moteur brisa le silence de la propriété de Valois. Jean-Luc, qui avait passé la nuit à veiller, courut à la fenêtre. La voiture de Sophie serpentait dans l'allée, soulevant un nuage de poussière sur son passage. Il dévala les escaliers 4 à 4, impatient d'accueillir sa sœur. Sophie était son ancre, la voix de la raison au milieu du chaos que sa vie était devenue depuis la mort de leurs parents. Et maintenant, plus que jamais, il avait besoin d'elle. « Jean-Luc !» s'exclama Sophie en le voyant, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Ton message ?»« Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Que se passe-t-il » Il la serra fort dans ses bras avant de répondre. « Il vaut mieux que tu voies par toi-même, » dit-il en la guidant à l'intérieur du manoir. Sophie hésita sur le seuil, ses yeux balayant le hall en décomposition. « Jean-Luc, qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle, mais elle le suivit dans les escaliers. Dans la chambre mansardée, Élodie était réveillée, berçant le bébé dans ses bras. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Sophie, et elle recula contre le mur.
Oh mon Dieu, chuchota Sophie, une main couvrant sa bouche sous le choc. Jean-Luc s'agenouilla près d'Élodie. « C'est bon, dit-il doucement. Voici ma sœur, Sophie. Elle est médecin et elle va vous aider, toi et le bébé. » Élodie regarda de Jean-Luc à Sophie, la méfiance évidente dans ses yeux. Sophie, se remettant de son choc initial, adopta son attitude professionnelle. « Bonjour, Élodie, dit-elle, la voix douce. « Puis-je vous examiner, toi et le bébé ?» La fillette ne répondit pas, mais elle ne s'écarta pas lorsque Sophie s'approcha. Avec des mouvements lents et prudents, la médecin commença son examen. Jean-Luc regardait, le cœur serré. À la lumière du jour, la situation semblait encore plus surréaliste. La saleté sur le visage d'Élodie, les haillons couvrant à peine le bébé, l'odeur de moisi et de négligence qui imprégnait tout. « Élodie » demanda doucement Sophie en examinant le bébé. « Où est ta maman ?» La fillette se raidit, les yeux fixés sur un point lointain. « Elle va revenir » murmura-t-elle. « Elle a promis. » Sophie jeta un regard inquiet à Jean-Luc avant de reprendre son examen. « Jean-Luc » appela-t-elle à voix basse après quelques minutes. « On peut parler dehors ?» Dans le couloir, hors de portée d'Élodie, Sophie ne cacha pas son inquiétude. « Ils sont malnutris, Jean-Luc. Le bébé ne peut pas avoir plus de quelques semaines. C'est un miracle qu'il soit en vie. » Jean-Luc se passa une main sur le visage, la gravité de la situation pesant sur lui. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Ils ont besoin d'un hôpital, déclara Sophie. De la nourriture, des vêtements propres, des examens plus approfondis. Mais quand ils retournèrent dans la chambre et mentionnèrent l'hôpital, Élodie paniqua. « Non !» s'écria-t-elle. « On ne peut pas partir, elle ne nous trouvera pas. » Il fallut près d'1 heure pour calmer la fillette. Sophie, réalisant qu'il ne pouvait pas l'emmener à l'hôpital sans causer plus de traumatisme, improvisa. « Je vais chercher du matériel, dit-elle à Jean-Luc. Fais-la manger et essaie de les baigner. Je reviens dès que possible. » Seul avec les enfants, Jean-Luc se sentit perdu. Élodie l'observait avec lassitude, tandis qu'il chauffait une boîte de soupe dans la cuisine de fortune qu'il avait installée. « Tu sais, Élodie, dit-il en essayant de combler le silence, cette maison a beaucoup d'histoires à raconter. Peut-être qu'on pourra explorer un peu après que tu aies mangé. Ça te dit ?» Un éclair de curiosité traversa les yeux de la fillette, mais elle ne répondit pas. Après le repas, Jean-Luc remplit une vieille baignoire d'eau tiède. Élodie, réticente au début, sembla se détendre un peu sous les soins doux de Jean-Luc. C'est en lui séchant les cheveux qu'il remarqua un petit médaillon pendant à son cou, presque caché sous la crasse. « C'est joli, commenta-t-il. C'est ta maman qui te l'a donné ?» Élodie toucha le médaillon, les yeux remplis de larmes. Elle a dit de ne jamais l'enlever, que ça nous protégerait. Jean-Luc sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait plus dans cette histoire qu'un simple cas de mère abandonnant ses enfants. Les enfants propres et nourris, et Élodie plus calme, Jean-Luc décida d'explorer le manoir. « Je vais jeter un œil dans les autres pièces, lui dit-il. Ça ira si je te laisse seul un moment ?» Élodie hocha la tête, tenant le bébé endormi près d'elle. Dans la chambre principale, Jean-Luc fouilla dans les tiroirs et les placards, cherchant le moindre indice sur l'identité des enfants ou sur ce qui avait pu se passer. C'est alors qu'il trouva, caché au fond d'un tiroir, un vieux journal intime. Sa couverture en cuir était usée par le temps. L'ouvrant avec précaution, il lut l'inscription sur la première page, « Propriété de Geneviève de Valois ». Jean-Luc s'assit sur le bord du lit poussiéreux, absorbé par les pages jaunies. Le journal racontait l'histoire de Geneviève, la dernière propriétaire connue du manoir. Il parlait d'amour, de perte et de secrets. Des secrets qui semblaient résonner à travers les décennies, jusqu'à nos jours. Un passage en particulier attira son attention. Le médaillon est la clé. Il protégera son porteur, mais il le maintiendra aussi lié. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait, et que ceux qui viendront après trouvent la force de briser le cycle. Le bruit de pas interrompit sa concentration. Sophie était de retour, chargée de provisions. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Jean-Luc en lui montrant le journal. Sophie fronça les sourcils. « Jean-Luc, nous n'avons pas le temps pour des mystères anciens. Ces enfants ont besoin de soins maintenant. » Mais alors qu'il s'occupait du bébé et d'Élodie,
Jean-Luc ne pouvait chasser les mots de Geneviève de son esprit. Le médaillon autour du cou d'Élodie semblait plus lourd que jamais, chargé de significations cachées. Cette nuit-là, les enfants enfin endormis, Jean-Luc et Sophie parlèrent à voix basse dans la cuisine. « Nous devons appeler les autorités », insista Sophie. Jean-Luc hésita. Et s'il y avait plus que ça dans cette histoire? Le journal, le médaillon. Quelque chose ne va pas, Sophie. J'ai l'impression que si nous livrons les enfants maintenant, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Sophie l'étudia un long moment. « Jean-Luc, que suggères-tu » Il prit une profonde inspiration. « Donne-moi une semaine. Laisse-moi enquêter, essayer de comprendre ce qui se passe. Si nous ne trouvons rien, nous appellerons les autorités. » Sophie semblait partagée, mais finit par hocher la tête. « Une semaine, Jean-Luc. Pas plus. » Alors que la nuit avançait, le château de Valois gardait ses secrets en silence. Dans le grenier, Élodie dormait, sa petite main agrippant le médaillon. Et Jean-Luc, assis à la table de la cuisine, avec le journal de Geneviève, ouvert devant lui, savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus vaste. Il était minuit quand il alla enfin se coucher, les mystères du passé tourbillonnant dans son esprit. La semaine à venir promettait de révéler des secrets longtemps enfouis, et Jean-Luc Dubois était déterminé à les découvrir, quel qu'en soit le prix. L'aube trouva Jean-Luc déjà éveillé, l'esprit troublé par les révélations de la veille. Avec Élodie et le bébé encore endormi sous la garde de Sophie, il décida de plonger plus profondément dans les secrets du manoir. Armé d'une lampe de poche et du journal de Geneviève, Jean-Luc commença son enquête au sous-sol. L'air y était épais et humide, et des toiles d'araignée s'accrochaient à son visage tandis qu'il marchait. Des piles de boîtes et de meubles recouverts formaient un labyrinthe de souvenirs oubliés. C'est alors qu'une lueur attira son regard. Cachée derrière une étagère poussiéreuse se trouvait une malle en métal, reflétant faiblement le faisceau de sa lampe. Jean-Luc la tira avec effort, le grincement résonnant contre les murs de pierre. Les mains tremblantes, il défit le loquet rouillé. Une odeur de moisi et de papiers anciens l'accueillit. À l'intérieur reposait une collection d'objets personnels, des lettres jaunies, de vieilles photographies et un uniforme soigneusement plié. Jean-Luc prit l'une des photos, essuyant délicatement la poussière. Son cœur rata un battement. Là, souriant à l'appareil photo, se trouvait une jeune femme, proche de son âge, et à côté d'elle, une petite fille qu'il reconnut immédiatement. Élodie. En retournant la photo, il lut l'inscription au dos. Camille et Élodie. Été 2020. Il y a à peine 5 ans. En fouillant plus loin dans la malle, Jean-Luc trouva d'autres preuves de la vie de Camille au manoir. Des fiches de paie, l'identifiant comme gardienne, et des lettres écrites d'une écriture délicate, décrivant des jours heureux et des projets d'avenir. Mais à mesure que Jean-Luc parcourait la chronologie des documents, le ton changea. Les dernières lettres étaient frénétiques, remplies de peur et de paranoïa. Camille mentionnait à plusieurs reprises eux, disant qu'ils étaient à sa recherche et à celle d'Élodie. La dernière lettre, datée de seulement 6 mois plus tôt, glaça le sang de Jean-Luc. « Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas pu revenir. S'il vous plaît, protégez Élodie. Le médaillon est la clé, ne les laissez pas la trouver. La vérité est dans les murs. » Jean-Luc relut la lettre plusieurs fois, son esprit tourbillonnant. Qui étaient eux, et quel était le lien avec le médaillon mentionné dans le journal de Geneviève? Un cri aigu le tira de ses pensées. Élodie. Jean-Luc courut à l'étage, trébuchant presque dans sa hâte d'atteindre le grenier. Il y trouva Sophie, essayant de calmer une Élodie paniquée, les yeux écarquillés de terreur. « Le feu !» cria Élodie en se débattant. « C'est partout !» Jean-Luc s'agenouilla près du lit, tenant doucement les épaules de la fillette. « Élodie, tout va bien. Il n'y a pas de feu. Tu es en sécurité. » Lentement, les yeux d'Élodie se fixèrent sur Jean-Luc. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle s'accrochait à lui en sanglotant. « Elle a dit qu'elle reviendrait, » murmura Élodie entre 2 sanglots. Mais le feu l'a emporté. Jean-Luc échangea un regard inquiet avec Sophie. « Qui, Élodie?
Qui le feu a-t-il emporté? Maman, chuchota Élodie avant de sombrer dans un sommeil épuisé. Élodie endormie à nouveau, Jean-Luc montra à Sophie ce qu'il avait trouvé au sous-sol. Le médecin examina les photos et les lettres avec une inquiétude croissante. « Jean-Luc, c'est sérieux, dit-elle. Si ce que disent ces lettres est vrai, ces enfants pourraient être en réel danger. » Jean-Luc hocha la tête solennellement. « Nous devons découvrir ce qui est arrivé à Camille et ce qu'elle voulait dire par « la vérité est dans les murs ». Déterminé, Jean-Luc commença à examiner chaque centimètre du manoir. Il tapota les murs, écoutant les sons creux. Il retira les tableaux, cherchant des compartiments cachés. Pendant des heures, sa recherche ne donna rien. C'était en fin d'après-midi, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, que Jean-Luc remarqua quelque chose d'étrange. Un motif sur le mur du bureau, presque imperceptible sous des couches de papier peint délavé. Le cœur battant, il décolla soigneusement le papier. Au fur et à mesure que le mur se révélait, des symboles et des diagrammes étranges apparurent. Des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, entrelacés de dessins complexes. « Sophie !» appela-t-il, la voix tremblante d'excitation et de peur. « Il faut que tu vois ça. » Alors que le frère et la sœur examinaient le mur découvert, Élodie apparut à l'entrée du bureau, le bébé dans les bras. Ses yeux s'écarquillèrent devant les symboles. « Le cercle de protection », murmura-t-elle, la voix lointaine. « Maman a dit que ça nous garderait en sécurité. » Jean-Luc se tourna vers elle, surpris. « Élodie, tu sais ce que c'est ?» La fillette hocha lentement la tête. « Maman a dit que c'était de la magie ancienne, que tant qu'on resterait à l'intérieur du cercle, il ne pourrait pas nous trouver. » Jean-Luc et Sophie échangèrent des regards incrédules. Magie, cercle de protection? Cela semblait absurde. Pourtant, après tout ce qu'ils avaient vu et découvert, ils ne pouvaient pas rejeter les paroles d'Élodie. « Qui sont ils, Élodie ?» demanda doucement Jean-Luc. De qui ta maman avait-elle peur? Élodie serra plus fort le bébé, des larmes remplissant ses yeux. « Les hommes en noir, chuchota-t-elle. Ils veulent le médaillon. Maman a dit qu'il ne fallait jamais le leur donner. » À cet instant, comme pour souligner les paroles d'Élodie, un vent froid souffla à travers le manoir, faisant vibrer les fenêtres. Les ombres semblèrent s'allonger, et Jean-Luc eut le sentiment troublant qu'ils étaient observés. Sophie, toujours la voix de la raison, rompit le silence tendu. « C'est assez pour aujourd'hui. Nous avons tous besoin de repos et de temps pour digérer ce que nous avons trouvé. » Mais alors qu'il se préparait pour une autre nuit dans le manoir hanté par les secrets, Jean-Luc ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'effleurait que la surface de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Le médaillon autour du cou d'Élodie brillait faiblement dans le crépuscule, rappel silencieux des mystères encore à résoudre et des dangers qui pourraient se cacher à proximité. La nuit tomba sur le château de Valois, apportant avec elle une immobilité troublante. Jean-Luc, incapable de dormir, se retrouva une fois de plus à parcourir le journal de Geneviève à la lueur d'une bougie. Les pages jaunies semblaient vibrer de secrets dans la lueur vacillante. Avec un profond soupir, il replongea dans les mots de Geneviève. 20 mars 1985. Camille est arrivée aujourd'hui, si jeune, si pleine de vie. Elle n'a aucune idée du fardeau que porte cette maison. Mais il y a quelque chose en elle, une force, une résilience. Peut-être ai-je enfin trouvé quelqu'un de confiance? Jean-Luc fronça les sourcils. La date n'avait pas de sens. La Camille qu'il avait vue sur les photos n'aurait pas pu être ici en 1985. Intrigué, il continua à lire. 15 avril 1985. Le médaillon a appelé Camille aujourd'hui. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux quand elle l'a touché. La lignée est forte en elle, même si elle ne le sait pas. Je dois la protéger de ce qui s'en vient. Mais comment le puis-je quand je le comprends à peine moi-même? Les entrées suivantes décrivaient un lien grandissant entre Geneviève et Camille. La jeune gardienne semblait avoir ramené la lumière dans la vie sombre de Geneviève. Mais il y avait toujours une pointe d'appréhension, un secret non dit flottant dans l'air. 7 septembre 1985. Le feu est revenu dans mes rêves. Je vois Camille engloutie par les flammes,
le médaillon brillant à son cou. L'histoire se répète-t-elle? Je ne peux pas le permettre. Pas cette fois. Jean-Luc frissonna. Le feu. Élodie avait mentionné le feu dans ses cauchemars. Quel était le lien? En tournant la page, il tomba sur une entrée qui fit battre son cœur à tout rompre. 1er novembre 1985. C'est fait. Le rituel de protection a été accompli. Camille porte maintenant non seulement le médaillon, mais aussi le fardeau de génération. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait, mais c'était le seul moyen de briser le cycle. Le manoir la protégera, ainsi que tous ceux qui viendront après elle. Mais le prix? Oh, le prix est terrible. Les pages suivantes étaient tachées de larmes, l'écriture de Geneviève devenant erratique. Elle parlait de culpabilité, de sacrifice et d'une malédiction transmise de génération en génération. La dernière entrée fit haleter Jean-Luc. 10 décembre 1985. Camille est partie aujourd'hui, emportant avec elle le médaillon et l'avenir de la lignée de Valois. Mon cœur se brise de la voir partir, mais je sais que c'est nécessaire. Le manoir la rappellera quand le moment sera venu. D'ici là, qu'elle vive libre du fardeau que je porte maintenant seul. À vous qui lirez un jour ces mots. Protégez Camille et ses descendants. Le médaillon est à la fois une bénédiction et une malédiction. Le feu reviendra, mais peut-être que cette fois, nous pourrons enfin l'éteindre. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Jean-Luc ferma le journal, l'esprit en ébullition. L'histoire que racontait Geneviève semblait fantastique, impossible. Pourtant, après tout ce qu'il avait vu ces derniers jours, il ne pouvait pas simplement la rejeter. Un bruit doux le fit se retourner. Élodie se tenait dans l'embrasure de la porte, le médaillon brillant faiblement sur sa poitrine. « Je n'arrive pas à dormir, » murmura-t-elle, ses grands yeux brillant dans la pénombre. Jean-Luc sourit doucement, lui tendant la main. « Viens, on va se faire un chocolat chaud. » Dans la cuisine de Fortune, Jean-Luc prépara la boisson pendant qu'Élodie observait avec curiosité. Le silence entre eux était confortable, contrairement à la tension des jours précédents. « Tu sais, » commença doucement Jean-Luc en tendant une tasse fumante à Élodie. « Ma mère me faisait du chocolat chaud quand je faisais des cauchemars. » Élodie prit une gorgée prudente, ses yeux s'écarquillant de plaisir au goût sucré. « Ta maman, elle est partie aussi ?» Jean-Luc sentit une boule dans sa gorge. « Oui, elle et mon père. Ils ont eu un accident. » Élodie l'étudia un long moment. « Tu es triste comme moi ?»« Oui, » admit Jean-Luc. « Mais c'est normal d'être triste parfois. Ce qui compte, c'est de se souvenir des moments heureux aussi. » Élodie hocha lentement la tête, comme si elle absorbait chaque mot. « Maman et moi, on a eu des moments heureux ici, » dit-elle doucement. « Avant le feu. » Jean-Luc hésita, ne voulant pas la pousser, mais sachant qu'il devait comprendre. « Élodie, peux-tu me parler du feu ?» La fillette frissonna, agrippant sa tasse. « C'est arrivé si vite, » chuchota-t-elle. « Maman m'a réveillée au milieu de la nuit. Il y avait des cris, de la fumée partout. Elle m'a donné le médaillon et m'a dit de courir au grenier, de ne pas partir avant qu'elle ne revienne. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Mais elle n'est jamais revenue. » Jean-Luc sentit son cœur se briser. Doucement, il attira Élodie dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Quand les sanglots d'Élodie se calmèrent enfin, elle s'écarta, regardant Jean-Luc avec un mélange de gratitude et d'incertitude. « Toi, tu ne vas pas partir aussi, n'est-ce pas ?» La question le surprit. À cet instant, Jean-Luc réalisa à quel point Élodie commençait à lui faire confiance. La responsabilité semblait écrasante, mais elle lui réchauffait aussi le cœur. « Non, Élodie, » promit-il, « je ne vais nulle part. On va régler ça ensemble, d'accord ?» Élodie hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était la première fois que Jean-Luc la voyait sourire, et cette vue le remplit d'une détermination renouvelée. Alors que la nuit avançait, Jean-Luc réfléchit à tout ce qu'il avait découvert. Le journal de Geneviève, les souvenirs d'Élodie, le mystérieux médaillon, tout s'entremêlait dans un puzzle de plus en plus grand. Mais maintenant, avec la confiance croissante d'Élodie, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner.
Quels que soient les secrets que recelait le château de Valois, quel que soit le danger que représentaient les hommes en noir, Jean-Luc était déterminé à protéger Élodie et à découvrir la vérité. Minuit sonna alors qu'il ramenait enfin Élodie au lit, la regardant s'endormir, le médaillon brillant faiblement sur sa poitrine. Jean-Luc fit un vœu silencieux. Il découvrirait ce qui était arrivé à Camille, à Geneviève et à la malédiction qui semblait planer sur le manoir. Surtout, il garderait Élodie en sécurité, quel qu'en soit le prix. L'aube trouva Jean-Luc déjà debout, déterminé à déterrer d'autres secrets du château de Valois. Avec Élodie et Gaspard entre les mains compétentes de Sophie, il décida d'explorer une zone qu'il avait négligée, les quartiers des domestiques. Le couloir étroit menant aux chambres des domestiques était couvert de toiles d'araignée. Jean-Luc poussa une porte rouillée qui céda avec un grognement menaçant. La petite chambre austère contenait 2 lits simples et une armoire usée. L'ouverture de l'armoire révéla sa première découverte de la journée. Cachée sous des lattes de plancher desserrées, se trouvait une boîte à chaussures. À l'intérieur, il trouva un paquet de lettres jaunies, attachées par un ruban délavé. Le cœur battant, Jean-Luc défit le ruban et prit la première lettre. « Chère Camille, je sais que j'ai promis de ne plus te contacter, mais les choses empirent. Il se rapproche. Le médaillon n'est pas en sécurité ici. Tu dois l'emmener au manoir. C'est le seul endroit où il sera protégé. S'il te plaît, sois prudente. Ils feront n'importe quoi pour l'avoir. » Avec amour, M. Jean-Luc fronça les sourcils. « Monsieur ? Qui cela pouvait-il être ? Et pourquoi le médaillon était-il si important ? » Il continua à lire, chaque lettre plus urgente que la précédente. La dernière, datée de quelques mois à peine, glaça son sang. « Camille, ils ont découvert. Il n'y a plus de temps. Emmène Élodie et le médaillon au manoir. Maintenant. Active le cercle de protection. C'est notre seul espoir. Ne fais confiance à personne. » Monsieur Jean-Luc replaça soigneusement les lettres, son esprit courant avec de nouvelles informations. Clairement, Camille et Élodie ne s'étaient pas cachées dans le manoir par hasard. Mais qui étaient-elles et pourquoi le médaillon était-il si crucial ? Déterminé à trouver plus de réponses, Jean-Luc continua à fouiller la pièce. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. L'une des lattes de plancher semblait légèrement déplacée. Avec précaution, il la souleva, révélant un petit compartiment secret. À l'intérieur, il trouva un carnet noir et une clé USB. Le carnet était rempli de notes cryptiques et de diagrammes complexes. Jean-Luc reconnut certains des symboles des murs du bureau. Il y avait des mentions de rituels anciens, de lignes d'énergie et de quelque chose appelé la convergence. Anxieux de voir ce qu'il y avait sur la clé USB, Jean-Luc courut vers l'ordinateur portable qu'il avait apporté. Mais son excitation se transforma bientôt en frustration. Les fichiers étaient protégés par un mot de passe. Épuisé mais rempli de nouvelles questions, Jean-Luc décida de faire une pause. En retournant à la cuisine, il trouva Élodie assise à la table, en train de dessiner. « Salut, ma grande !» dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Élodie hésita un instant avant de lui montrer le croquis. Une silhouette féminine entourée de flammes, quelque chose de brillant à son cou. « C'est maman !» chuchota-t-elle, les larmes remplissant ses yeux. Le cœur de Jean-Luc se serra. Doucement, il posa une main sur l'épaule d'Élodie. « Veux-tu me parler d'elle ?» Élodie resta silencieuse si longtemps que Jean-Luc crut qu'elle ne répondrait pas. Mais ensuite, doucement, elle commença à parler. « C'était une nuit d'orage, » dit-elle, les yeux fixés sur le dessin. Maman était agitée. Elle regardait par la fenêtre tout le temps. Puis, on a entendu un bruit dehors. Jean-Luc écoutait attentivement, veillant à ne pas interrompre le flot de souvenirs d'Élodie. Maman m'a serré fort et a dit qu'elle m'aimait. Elle a mis le médaillon autour de mon cou et m'a dit de ne jamais l'enlever. Puis elle est sortie. Élodie leva son regard pour croiser celui de Jean-Luc. J'ai attendu longtemps, mais elle n'est jamais revenue. Jean-Luc ravala ses larmes. « Élodie, as-tu vu ou entendu quelque chose après le départ de ta mère ?» La fillette fronça les sourcils, se concentrant. « J'ai entendu des voix d'hommes. Ils avaient l'air en colère. Puis il y a eu un éclair brillant, comme un orage.
Après ça, juste le silence. Jean-Luc absorba cela, son esprit travaillant avec fureur. La disparition de Camille semblait de plus en plus mystérieuse et potentiellement dangereuse avec chaque détail. « Élodie, dit-il doucement, sais-tu ce qu'il y a de si spécial dans ce médaillon ?» La fillette toucha l'objet à son cou, un geste que Jean-Luc remarqua être presque inconscient. « Maman a dit que c'était notre protection, que tant que je l'aurais, je serais en sécurité. » À ce moment, Sophie entra dans la cuisine, portant le bébé. Elle lança un regard inquiet à Jean-Luc, sentant clairement la tension dans la pièce. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Jean-Luc força un sourire. « Oui, on parlait juste. »« Élodie, pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu pendant que je parle à Sophie ?» Après le départ d'Élodie, Jean-Luc mit rapidement sa sœur au courant de ses découvertes. « Jean-Luc, » dit Sophie, la voix lourde d'inquiétude. « Ça devient plus gros que ce à quoi on s'attendait. On devrait peut-être appeler les autorités. » Mais Jean-Luc secoua la tête. « Pas encore. Il se passe quelque chose, Sophie. Quelque chose de plus grand qu'une mère disparue. Nous devons comprendre avant d'impliquer plus de gens. » Sophie n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête à contre-cœur. « Une semaine, Jean-Luc, c'est ce qu'on a convenu. » Alors que l'après-midi avançait, Jean-Luc retourna au bureau, déterminé à décoder les fichiers de la clé USB. Les heures passèrent alors qu'il essayait différentes combinaisons, consultant le carnet noir pour trouver des indices. Il était près de minuit, les yeux brûlants de fatigue, quand l'inspiration frappa. En tapant convergence comme mot de passe, Jean-Luc retint son souffle. Le fichier s'ouvrit. Une série de documents, de photos et de vidéos apparurent à l'écran. Jean-Luc cliqua sur la première vidéo, la main tremblante. Le visage de Camille remplit l'écran. Elle avait l'air terrifiée, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. « Si vous voyez ceci, commença-t-elle, la voix tremblante, c'est que je n'ai pas pu revenir. Élodie a le médaillon maintenant. Gardez-la en sécurité. La convergence approche et ils feront n'importe quoi pour l'arrêter. Souvenez-vous, la vérité est dans les murs. Le cercle doit être complété. » La vidéo se termina brusquement, laissant Jean-Luc dans un silence stupéfait. Alors que la nuit tombait sur le château de Valois, il savait qu'il venait de faire un pas crucial vers la vérité. Mais avec cette vérité venait la prise de conscience que le danger était beaucoup plus réel et imminent qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le matin arriva avec un brouillard dense enveloppant le château de Valois. Jean-Luc, qui avait à peine dormi après les révélations de la nuit, était dans la cuisine, en train de faire du café, quand il l'entendit. Un coup à la porte. Ferme, insistant. Son corps se tendit immédiatement. Personne d'autre que Sophie ne savait qu'ils étaient ici. Avec prudence, il s'approcha de la porte d'entrée, regardant à travers la vitre latérale. Une femme se tenait sur le porche. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés, et ses vêtements coûteux lui donnaient une apparence digne. Pourtant, quelque chose dans ses yeux fit hésiter Jean-Luc. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, gardant un ton neutre. La femme le toisa de haut en bas, un léger froncement de sourcils sur son visage bien soigné. « Je suis Margot de Valois, » dit-elle, sa voix portant un léger accent parisien. « Je cherche ma petite fille. » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade, mais il garda son sang-froid. « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'enfant ici. Je viens d'acheter cet endroit et... » « S'il vous plaît, » interrompit Margot, sa voix s'adoucissant, « je sais qu'elle est ici. »« Élodie !»« Et le bébé. C'est tout ce qu'il me reste de ma fille. » Jean-Luc hésita. Son histoire correspondait à ce qu'il savait, mais quelque chose clochait. Avant qu'il ne puisse répondre, il entendit un cri étouffé derrière lui. Élodie se tenait au pied de l'escalier, les yeux écarquillés de terreur à la vue de Margot. Le bébé dans ses bras se mit à pleurer. « Élodie, ma chérie !» s'exclama Margot en essayant de passer devant Jean-Luc. « Je t'ai enfin trouvé !» Mais Élodie recula, serrant le bébé contre sa poitrine. « Non !» cria-t-elle. « Va-t'en !» Jean-Luc bloqua l'entrée avec son corps. « Je pense qu'il est préférable que vous partiez, » dit-il fermement. Margot le foudroya du regard, un mélange de colère et d'autre chose, de désespoir brûlant dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Ils sont en danger. Je dois les emmener quelque part en sécurité. »
« Qui sont ils » demanda Jean-Luc, se rappelant les lettres qu'il avait trouvées. Un instant, Margot parut incertaine. Puis, se ressaisissant, elle dit « Les hommes qui ont tué ma fille, bien sûr. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je peux tout expliquer. » Jean-Luc était sur le point de refuser quand Sophie apparut, attirée par le bruit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en passant un bras protecteur autour d'Élodie. Margot saisit la distraction pour s'avancer. « Je suis la grand-mère de ces enfants. Je suis venue les chercher. » Sophie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, qui secoua subtilement la tête. Quelque chose n'allait pas. « Madame de Valois, dit calmement Jean-Luc, je comprends votre inquiétude, mais comme vous pouvez le voir, les enfants sont en sécurité ici. Peut-être pouvons-nous parler dehors ?» Margot hésita, son regard fixé sur Élodie et le bébé. Un instant, Jean-Luc vit une expression presque prédatrice traverser son visage. Puis, elle hocha la tête, raidement. « 5 minutes, dit-elle. Après ça, j'appelle les autorités. » Jean-Luc suivit Margot dans la cour, jetant un regard rassurant à Sophie et Élodie. Hors de portée des enfants, il se tourna vers la femme. « Maintenant, pourquoi ne me diriez-vous pas la vérité ?» demanda-t-il sans détour. Margot le fixa, toute trace de politesse disparue. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire, jeune homme. Ce médaillon que porte Élodie, il est plus précieux et plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. » Jean-Luc sentit un frisson. « Comment savez-vous pour le médaillon ?» Un sourire froid courba les lèvres de Margot. « Oh, j'en sais bien plus que ça. Je connais la convergence, les rituels, le pouvoir que contient ce petit bibelot. »« Qui êtes-vous vraiment ?» exigea Jean-Luc, sa voix basse et menaçante. Margot haussa les épaules, comme si la question était sans importance. « Quelqu'un qui a poursuivi ce médaillon plus longtemps que vous n'avez vécu. Camille était maligne, elle a réussi à nous échapper pendant des années. Mais maintenant ?»« Maintenant quoi ?» pressa Jean-Luc, sentant le danger dans ses paroles. « Maintenant, la convergence approche, » dit Margot, ses yeux brillants d'une lumière presque fanatique. « Le pouvoir du médaillon atteindra son apogée, et nous l'aurons, avec ou sans votre coopération. » Jean-Luc fit un pas en avant, sa voix remplie de menaces. « Vous ne vous approcherez pas de ces enfants. » Margot rit, un son froid et sans humour. « Oh, mon cher garçon, vous pensez vraiment pouvoir nous arrêter ? Nous avons des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. » Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, un cri vint de la maison. « Élodie !» Il se retourna et courut, son cœur martelant dans sa poitrine. À la porte, il vit Sophie se débattre avec 2 hommes vêtus de noir, tandis qu'un troisième essayait d'attraper Élodie. Avec un rugissement de rage, Jean-Luc se lança sur l'attaquant le plus proche. L'élément de surprise était de son côté, et il réussit à faire tomber l'homme. Sophie, saisissant la distraction, donna un coup de pied à l'autre homme, le faisant chanceler. « Élodie, cours !» cria Jean-Luc, bloquant le chemin du troisième assaillant. La fillette n'hésita pas. Tenant le bébé, elle fila dans les escaliers. Le combat qui suivit fut brutal et rapide. Jean-Luc et Sophie, alimentés par l'adrénaline et le besoin de protéger les enfants, réussirent à maîtriser leurs agresseurs. Quand ce fut fini, les 3 hommes gisaient inconscients sur le sol du salon. Margot avait disparu. Jean-Luc, haletant et arborant une coupure à la lèvre, regarda Sophie. « Ça va ?» Elle hocha la tête, pâle, un bleu se formant déjà sur sa joue. « Les enfants ?» Ensemble, ils montèrent en courant, appelant Élodie. Ils la trouvèrent de blottie dans le grenier, tremblante, mais indemne. Pendant que Sophie réconfortait les enfants, Jean-Luc jeta un coup d'œil par la fenêtre. Au loin, il vit une voiture noire s'éloigner à toute vitesse. La réalité le percuta. Ce n'était plus seulement un mystère à résoudre. C'était un combat, et les enjeux étaient plus élevés qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Se retournant vers sa sœur et les enfants, Jean-Luc prit une décision. Il faut qu'on parte. Maintenant. Le soleil commençait à se coucher quand ils quittèrent le château de Valois, incertains de ce que l'avenir leur réservait, mais déterminés à protéger le secret qu'ils savaient maintenant porter. En conduisant sur la route sombre, Jean-Luc jeta un coup d'œil au manoir dans le rétroviseur.
Un instant, il aurait juré voir une silhouette à la fenêtre du grenier, les regardant partir. La bataille ne faisait que commencer. L'hôtel Le Repos n'était pas idéal, mais il offrait l'anonymat dont ils avaient besoin. Jean-Luc se tenait près de la fenêtre embuée, ses yeux scrutant le parking vide à la recherche de tout mouvement suspect. Derrière lui, Sophie essayait de calmer une Élodie agitée et un bébé en pleurs. « Chut, tout va bien », murmura Sophie en berçant le bébé. Mais ses yeux, croisant ceux de Jean-Luc, racontaient une autre histoire. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite précipitée du château de Valois. 3 jours de route secondaire, de vigilance constante et de nuit blanche. Jean-Luc s'éloigna de la fenêtre, passant une main sur son visage fatigué. « Comment vont-ils » demanda-t-il à voix basse. Sophie soupira, plaçant le bébé maintenant endormi dans un berceau de fortune. Physiquement, ils vont bien. Mais émotionnellement, elle marqua une pause, jetant un regard inquiet à Élodie, qui était assise recroquevillée dans un coin, les bras autour de ses genoux. « Jean-Luc, ces enfants ont vécu un traumatisme grave. Élodie parle à peine et fait des cauchemars constants. Et le bébé, il pleure au moindre bruit. » Jean-Luc sentit la culpabilité l'envahir. Il voulait les protéger, mais au lieu de cela, il semblait les entraîner dans plus de danger. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Sophie, sa voix remplie d'épuisement et d'inquiétude. Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Son cœur battait la chamade alors qu'il répondait. « Monsieur Dubois ?» dit une voix froide à l'autre bout du fil. « J'espère que vous appréciez votre voyage d'agrément. » Jean-Luc sentit le sang quitter son visage. « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Un rire sans humour. « Ce que nous voulons est simple. Le médaillon. Donnez-le-nous, et nous vous laisserons, vous et votre famille adoptive, en paix. »« Et si je refuse ?» lança Jean-Luc, essayant de garder sa voix stable. « Une pause pour les faits. Alors, je crains que nous ne puissions garantir la sécurité de personne, ni de votre sœur, ni des enfants, ni la vôtre. » L'appel se termina brusquement, laissant Jean-Luc abasourdi. « C'était qui ?» demanda Sophie, remarquant son expression. Jean-Luc hésita, ne voulant pas augmenter la peur déjà présente dans la pièce. Mais Sophie méritait de savoir. Il raconta rapidement la menace. « Mon Dieu, Jean-Luc » chuchota-t-elle, horrifiée. « C'est de la folie. Il faut qu'on aille à la police. » Mais Jean-Luc secoua la tête. « Et dire quoi ? Qu'on est poursuivi à cause d'un médaillon magique ? Qu'une femme se prétendant grand-mère a tenté de kidnapper les enfants ? Sans preuve solide, on aura l'air fou. » Sophie semblait prête à argumenter, mais elle fut interrompue par un cri aigu. Élodie, secouée par un autre cauchemar, les regardait avec des yeux terrifiés. Pendant que Sophie se précipitait pour réconforter la fillette, Jean-Luc prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à sauter de motel en motel. Les enfants avaient besoin de stabilité, de sécurité. « On y retourne » annonça-t-il. Sophie le regarda comme s'il était devenu fou. « Retourner ? Au manoir ? » « Jean-Luc, c'est exactement ce qu'ils attendent. »« Exactement, » acquiesça Jean-Luc. « C'est le dernier endroit où ils nous chercheront. Et puis, souviens-toi de ce qu'on a trouvé sur les murs, le cercle de protection. S'il y a la moindre vérité dans tout ça, c'est là qu'on sera le plus en sécurité. » Sophie avait toujours l'air peu convaincue, mais les sanglots d'Élodie et les pleurs du bébé étaient des arguments puissants. À contre-cœur, elle accepta. Le lendemain matin, ils se mirent en route. Jean-Luc conduisait, vérifiant constamment le rétroviseur. Sophie était assise à l'arrière, gardant les enfants près d'elle. Le trajet du retour fut tendu. Chaque voiture qui passait semblait une menace potentielle. Chaque arrêt pour de l'essence ou une pause aux toilettes était un risque calculé. C'est près de la tombée de la nuit que le vrai danger se manifesta. Un SUV noir surgit de nulle part, se plaçant à leur côté sur la route déserte. « Jean-Luc !» cria Sophie en voyant le véhicule se rapprocher dangereusement. Jean-Luc écrasa l'accélérateur, le moteur protestant. Le SUV avança, essayant de les forcer à quitter la route. « Accrochez-vous !» cria Jean-Luc en effectuant une manœuvre risquée. La voiture dérapa, tournant sur un chemin de terre. Le SUV suivit, soulevant un nuage de poussière. Dans le rétroviseur, Jean-Luc pouvait voir des hommes en noir sur le siège arrière. Élodie pleurait, le bébé hurlait.
Sophie essayait de les apaiser, tout en se calant contre la portière de la voiture. C'est alors que Jean-Luc le vit. Un vieux pont étroit au-dessus d'une rivière en crue, juste devant. « Sophie !» hurla-t-il par-dessus le rugissement du moteur. « Quand je dis maintenant, baisse-toi et protège les enfants. » Il appuya plus fort sur l'accélérateur, le SUV touchant presque leur pare-choc arrière. Le pont se rapprochait. Maintenant. Jean-Luc donna un coup de volant sec. La voiture fit une embardée, dérapant de côté sur le pont. Pendant un instant terrifiant, 2 roues restèrent bas suspendues au-dessus de l'abîme. Le SUV, pris de court, tenta de freiner, mais le chemin de terre trahit sa traction. Avec un fracas assourdissant, le véhicule percuta le côté du pont, brisant la barrière et plongeant dans la rivière en contrebas. Jean-Luc immobilisa enfin la voiture, les doigts crispés sur le volant. « Tout le monde va bien ?» réussit-il à dire, la voix tremblante. Sophie hocha la tête, pâle, les enfants s'agrippant à elle. Pendant de longues minutes, ils restèrent là, haletants, n'écoutant que le bruit de l'eau tumultueuse en dessous et les sanglots étouffés d'Élodie. Finalement, Jean-Luc redémarra la voiture. « Allons-y, dit-il doucement. On est presque à la maison. » Alors qu'ils s'éloignaient de la Seine, les ombres de la nuit semblèrent se refermer sur eux. Le château de Valois attendait, avec ses propres ténèbres et ses secrets. Mais au moins là-bas, pensa Jean-Luc, ils avaient une chance de se battre, une chance de découvrir la vérité, et peut-être, juste peut-être, une chance de paix. Le médaillon autour du cou d'Élodie brillait faiblement dans l'obscurité, comme s'il répondait à des pensées inexprimées. La bataille était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Le château de Valois se dressait devant eux, sombre et imposant contre le ciel nocturne. Jean-Luc coupa le moteur, le silence soudain presque assourdissant après des heures de conduite frénétique. « Doux foyer !» marmonna-t-il, la voix dénuée d'humour. Sophie, à l'arrière, tenait toujours les enfants endormis. « Tu es sûr de ça, Jean-Luc » demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Il hocha la tête, résolu. « C'est notre meilleure chance. » Avec précaution, ils entrèrent dans le manoir. L'air était épais de poussière et de secrets indicibles. Jean-Luc vérifia rapidement chaque pièce, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Je vais coucher les enfants », chuchota Sophie en montant à l'étage avec Élodie et Gaspard dans les bras. Seul dans le hall d'entrée, Jean-Luc sentit le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Ses yeux parcoururent les murs, s'attardant sur les vieux portraits de la famille de Valois. Des générations de visages solennels le dévisageaient, comme pour juger sa présence. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. L'un des portraits était légèrement de travers. Intrigué, Jean-Luc s'approcha. En touchant le cadre, il sentit quelque chose bouger derrière. Doucement, il retira le tableau du mur. Caché dans une niche derrière, se trouvait un dossier en cuir usé. Le cœur de Jean-Luc s'emballa. Les mains tremblantes, il ouvrit le dossier, révélant une pile de vieux documents. En lisant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'horreur. Des lettres, des registres financiers, même des coupures de journaux. Ensemble, ils formaient un conte de trahison, de cupidité et de disputes familiales remontant à des générations. Une lettre en particulier attira son attention. « Chère Geneviève, tu dois comprendre que ce que nous faisons est pour le plus grand bien. Le médaillon ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. La lignée de Valois a porté ce fardeau pendant des siècles, et c'est maintenant à toi de le protéger. Je suis désolé que cela signifie rompre les liens avec ta sœur, mais Margot s'est avérée indigne de confiance. Son obsession pour le pouvoir du médaillon l'aveugle au danger qu'il représente. Souviens-toi toujours, le cercle doit rester intact. Avec amour, ton père. » Jean-Luc sentit un frisson glacial parcourir son échine. Margot, la même Margot qui s'était présentée quelques jours plus tôt, se prétendant être la grand-mère d'Élodie. Les pièces du puzzle s'assemblaient et l'image était troublante. « Jean-Luc !» La voix de Sophie interrompit ses pensées. « J'ai trouvé quelque chose dans la chambre d'Élodie. » Il la suivit jusqu'à la chambre, où Élodie était assise sur le lit, tenant le médaillon. Ses yeux étaient lointains, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. « Élodie, ma chérie, dit doucement Sophie, peux-tu dire à Jean-Luc ce que tu m'as dit ?»
La fillette hésita, ses doigts jouant nerveusement avec la chaîne du médaillon. Enfin, d'une voix calme, elle commença. C'était la nuit de l'orage. Maman avait peur, elle regardait toujours par la fenêtre. Puis elle est venue. « Qui est venue, Élodie ?» demanda doucement Jean-Luc. « La méchante femme, Margot. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes. Elle criait sur maman, disant que le médaillon lui appartenait. Maman m'a caché dans le placard, m'a dit de ne pas faire de bruit. Jean-Luc et Sophie échangèrent des regards inquiets. « Que s'est-il passé ensuite ?» l'incita-t-il doucement. Élodie trembla. Il y a eu un grand bruit, comme le tonnerre. Quand je suis sortie, maman était partie. Et Margot était là, cherchant quelque chose. Elle ne m'a pas vu, alors j'ai couru au grenier avec le bébé. Jean-Luc sentit une vague de colère et de compassion. S'agenouillant près du lit, il prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Tu as été si courageuse, Élodie. Merci de nous l'avoir dit. » Pendant que Sophie réconfortait la fillette, Jean-Luc retourna dans le hall, son esprit courant avec de nouvelles informations. Margot n'était pas seulement une menace actuelle, elle faisait partie d'une ancienne querelle familiale centrée sur le mystérieux médaillon. Déterminé à trouver plus d'indices, Jean-Luc commença une recherche systématique de chaque pièce du manoir. Dans le bureau, dissimulé derrière une bibliothèque, il fit sa découverte la plus surprenante. Un coffre-fort. Après des heures à essayer différentes combinaisons et à se remémorer tous les indices qu'il avait recueillis, Jean-Luc entendit enfin le déclic satisfaisant de la serrure qui se désengageait. À l'intérieur se trouvait un seul document, le testament de Geneviève de Valois. Le cœur battant, Jean-Luc lut. « Moi, Geneviève de Valois, saine d'esprit, lègue tous mes biens, y compris ce manoir et son contenu, à Camille Moreau et à ses descendants. Le médaillon, notre fardeau ancestral, doit rester avec la lignée choisie. Camille s'est montrée digne de cet héritage. Ma sœur, Margot de Valois, est explicitement interdite de réclamer toute partie de cet héritage. Sa soif pour le pouvoir du médaillon constitue une menace pour nous tous. Que le cercle reste intact. Que la convergence trouve les gardiens préparés. » Jean-Luc laissa tomber le document, stupéfait par ses implications. Camille, la mère d'Élodie, était l'héritière légitime. Quels que soient les pouvoirs que détenait le médaillon, il appartenait de droit à Élodie. Mais avec ce droit venait un danger que Jean-Luc ne faisait que commencer à comprendre. En retournant à la chambre, il trouva Sophie endormie à côté d'Élodie. Le bébé dormait paisiblement dans un berceau de fortune. Jean-Luc regarda la scène, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs. Ils étaient les gardiens d'un héritage ancien, les protecteurs d'un secret que beaucoup tueraient pour posséder. Le médaillon autour du cou d'Élodie brillait faiblement dans l'obscurité, comme s'il faisait écho aux pensées inexprimées de Jean-Luc. Dehors, le vent hurlait, reflétant la tourmente du passé et les menaces de l'avenir. Jean-Luc savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Margot et ses alliés reviendraient, c'était certain. Mais maintenant, armé de la connaissance du passé et d'une détermination à protéger Élodie et l'héritage de Valois, Jean-Luc était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Le vieux manoir craquait et gémissait dans le vent qui se levait, comme s'il se préparait à la tempête à venir. Entre ces murs anciens, des secrets séculaires s'entremêlaient avec le destin d'une petite fille et d'un pendentif apparemment ordinaire. Le passé était revenu, apportant avec lui de longues ombres menaçantes. Mais dans l'obscurité de la nuit, une faible lueur d'espoir brillait, faible mais tenace, et Jean-Luc Dubois jura de faire tout son possible pour la maintenir allumée. L'aube trouva Sophie dans l'ancienne bibliothèque du manoir, entourée de livres poussiéreux et de documents délavés. Ses yeux brûlaient d'une nuit blanche, mais la détermination brillait vivement en eux. Pendant que Jean-Luc s'occupait des enfants, elle s'était plongée dans les archives de la famille de Valois, cherchant tout ce qui pourrait les aider à comprendre le mystère qui les entourait. C'est alors que les premiers rayons de soleil traversèrent la fenêtre crasseuse de la bibliothèque que Sophie fit une découverte troublante. Cachée entre les pages d'un vieil album, elle remarqua une enveloppe scellée. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit, révélant une série de vieilles photographies. En les examinant, son visage pâlit.
Les images dépeignaient d'étranges rituels, des symboles bizarres dessinés sur le sol, et au centre de tout, le même médaillon qui reposait maintenant sur la poitrine d'Élodie. Mais ce qui la glaça vraiment, c'était la dernière photo. Dedans, une femme ressemblant étrangement à Margot se tenait au-dessus d'une silhouette tombée, le médaillon brillant dans sa main. « Jean-Luc » appela-t-elle, la voix tremblante, « il faut que tu vois ça. » Quelques instants plus tard, Jean-Luc entra dans la bibliothèque, l'épuisement gravé sur ses traits. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, remarquant l'expression alarmée de Sophie. Sans un mot, elle lui tendit les photos. Jean-Luc les parcourut, son visage devenant plus sombre à chaque image. « Cela confirme nos soupçons, marmonna-t-il. Margot n'est pas seulement une parente avide de pouvoir, elle est impliquée dans quelque chose de bien plus sinistre. » Sophie hocha la tête, gravement. « Jean-Luc, qu'allons-nous faire ? Ces enfants sont pris au milieu de quelque chose que nous comprenons à peine. » Avant qu'il ne puisse répondre, un cri strident résonna dans le manoir. « Élodie !» Les deux frères et sœurs se précipitèrent vers la chambre où se trouvaient les enfants, trouvant Élodie assise dans son lit, les yeux écarquillés et en larmes. « Élodie, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda doucement Sophie, s'asseyant à côté de la fillette et l'enveloppant dans une étreinte réconfortante. Entre deux sanglots, Élodie commença à parler, ses mots sortant dans un flot frénétique. « Je l'ai revue, la méchante femme. Elle était dans mon rêve. Mais ce n'était pas juste un rêve, c'était un souvenir. Elle a fait du mal à maman. » Jean-Luc s'agenouilla devant elle, sa voix calme mais ferme. « Élodie, peux-tu nous dire exactement ce que tu as vu ?» La fillette ferma les yeux, comme pour bloquer les images. Lentement, elle décrivit. C'était la nuit. Il pleuvait fort. Maman et moi étions dans le grenier. Elle dessinait des choses étranges par terre, disait des mots que je ne comprenais pas. Le médaillon brillait. Élodie fit une pause, tremblante. Sophie la serra plus fort, l'encourageant à continuer. Puis la porte s'est ouverte en grand. C'était elle, Margot. Elle criait sur maman, disant que le médaillon lui appartenait. Il y a eu une lumière aveuglante et... La voix d'Élodie faiblit, mais Jean-Luc l'incita doucement. « Tout va bien, Élodie. Tu es en sécurité ici. » Prenant une inspiration tremblante, la fillette termina. « Maman est tombée. Elle ne bougeait plus. Margot a pris le médaillon et a essayé de m'attraper. Mais alors, quelque chose s'est passé. Le médaillon a brillé encore plus fort et a volé de sa main, revenant directement vers moi. » Jean-Luc et Sophie échangèrent des regards significatifs. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. « Élodie, » dit doucement Jean-Luc, « tu as fait quelque chose de très courageux en nous racontant cela. Merci. » Pendant que Sophie restait pour réconforter Élodie, Jean-Luc retourna à la bibliothèque, l'esprit bourdonnant des nouvelles révélations. Il étala toutes leurs preuves, documents, photos, notes, sur une table. Le testament de Geneviève, les vieilles lettres, les photos des rituels, le journal mystérieux, tout pointait vers une conclusion inévitablement claire. Jean-Luc commença à faire des liens, parlant à voix haute pour lui-même. Le médaillon est la clé de tout. Il a été transmis de génération en génération dans la famille de Valois. Geneviève l'a confié à Camille, sautant Margot. Mais Margot le voulait désespérément. Il marqua une pause, une nouvelle idée se formant. Le rituel dans le grenier. Camille devait essayer de protéger Élodie et le médaillon. Mais Margot a interrompu. Entraînant quoi? La mort de Camille? Sa disparition? Jean-Luc poursuivit, le puzzle s'assemblant rapidement. Mais le médaillon a choisi Élodie. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend Élodie spéciale? Et pourquoi Margot n'a-t-elle pas pu simplement le reprendre? Il jeta un coup d'œil au journal de Geneviève, relisant des passages cruciaux. Le cercle doit rester intact. La convergence approche. Le médaillon est à la fois une bénédiction et une malédiction. Soudain, Jean-Luc eut un éclair de compréhension. Il se précipita vers la chambre, où Sophie consolait encore Élodie. « Le cercle !» s'exclama-t-il. « Élodie, tu as dit que ta mère dessinait par terre. Était-ce un cercle ?» Élodie hocha lentement la tête. Oui, un grand cercle avec des symboles bizarres. Jean-Luc sentit une bouffée d'excitation. Le cercle de protection?
C'est pour ça que Margot n'a pas pu prendre le médaillon. C'est pour ça qu'elle ne peut pas entrer dans le manoir, à moins d'y être invitée. » Sophie avait l'air confuse. « Jean-Luc, de quoi parles-tu » Il s'assit, essayant d'organiser ses pensées. « Pensez-y. » Tous les indices pointent vers une sorte de pouvoir mystique associé au médaillon et à la lignée de Valois. Le cercle de protection, mentionné à plusieurs reprises, doit être une sorte de barrière. Camille a dû activer le cercle cette nuit-là, continua-t-il. Quand Margot a interféré, quelque chose a mal tourné. Mais le cercle a quand même fait son travail. Il a protégé Élodie et a fait en sorte que le médaillon la choisisse comme sa nouvelle gardienne. Sophie semblait sceptique, mais elle ne pouvait nier la logique de la théorie de Jean-Luc. Mais cela n'explique toujours pas où est Camille, ni pourquoi ces gens sont si désespérés d'avoir le médaillon. Jean-Luc hocha la tête, gravement. « Tu as raison, il y a plus. Toutes les références à la convergence, je pense que c'est une sorte d'événement. Quelque chose d'assez important pour que Margot risque tout pour obtenir le médaillon d'abord. » Élodie, qui avait écouté en silence, prit soudain la parole. Maman en a parlé. La convergence. Elle a dit que c'était quand les étoiles s'alignaient et que le voile entre les mondes devenait fin. Jean-Luc et Sophie se tournèrent vers la fillette, surpris. C'était la première fois qu'Élodie parlait si librement des enseignements de sa mère. « Élodie, » demanda doucement Jean-Luc, « sais-tu quand c'est censé se produire ?» La fillette fronça les sourcils, réfléchissant. Maman a dit que ce serait quand la lune deviendrait rouge, comme du sang. Sophie haleta. L'éclipse lunaire. C'est prévu dans 3 jours. Jean-Luc se leva brusquement, une nouvelle urgence dans ses mouvements. Nous devons nous préparer. Margot et ses alliés viendront, j'en suis sûr. Et quand ils le feront, nous devrons être prêts. Alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, projetant de longues ombres à travers les couloirs du manoir, les 4 résidents se préparèrent pour les jours cruciaux à venir. Des secrets avaient été dévoilés, mais de nombreux mystères demeuraient. Qu'est-il vraiment arrivé à Camille? Quel était le véritable pouvoir du médaillon? Et que se passerait-il lorsque la convergence arriverait enfin? Le temps pressant et le danger se rapprochant, Jean-Luc, Sophie, Élodie et le bébé se retrouvèrent au centre d'une tempête surnaturelle où passé et présent se heurtaient et où le sort de bien plus que leur propre vie était en jeu. Le tic-tac incessant de la vieille horloge grand-père résonnait dans les couloirs silencieux du château de Valois. Jean-Luc, assis dans la bibliothèque poussiéreuse, feuilletait frénétiquement le journal de Geneviève, cherchant le moindre indice qu'il aurait pu manquer. Sophie entra silencieusement, portant 2 tasses de café. « Des progrès » demanda-t-elle en tendant une tasse à Jean-Luc. Il soupira, se frottant les yeux fatigués. « Peut-être. Il y a une mention d'une chambre forte cachée, mais je n'arrive pas à déchiffrer où exactement. » Sophie se pencha, étudiant la page que Jean-Luc indiquait. L'écriture fluide de Geneviève dansait sur la page. Le vrai trésor ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans l'héritage que nous laissons. Que la clé de l'avenir soit sauvegardée là où le passé et le présent se rencontrent, là où la lumière du matin touche pour la première fois le cœur de la maison. « Le cœur de la maison », murmura Sophie, pensive. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Jean-Luc bondit sur ses pieds, une idée jaillissant. Le vitrail de l'entrée principale. « Tu te souviens comment il brille quand le soleil se lève ?» Avec une urgence renouvelée, les 2 se précipitèrent dans le hall d'entrée. Le grand vitrail, représentant l'arbre généalogique de la famille de Valois, dominait le mur au-dessus de la porte. « Là !» s'exclama Sophie, montrant un minuscule symbole, presque invisible à la base de l'arbre. Jean-Luc s'approcha, examinant le symbole. C'était un trou de serrure miniature, habilement dissimulé dans le dessin. « Le médaillon » chuchota-t-il. « Ça doit être la clé. » À cet instant, Élodie apparut en haut de l'escalier, le médaillon brillant faiblement sur sa poitrine. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, encore somnolente. Jean-Luc se tourna vers elle, un sourire doux sur le visage. « Élodie, ma chérie, on peut voir ton médaillon un instant ? Je pense qu'on a trouvé quelque chose d'important. » Hésitante, la fillette descendit les escaliers, ses yeux passant de Jean-Luc à Sophie,
un mélange de confiance et d'appréhension. Avec précaution, Jean-Luc retira le médaillon du cou d'Élodie et l'inséra dans le petit trou de serrure. Avec un léger déclic, un mécanisme caché s'engagea. Lentement, une section du panneau coulissa, révélant un compartiment secret. À l'intérieur reposait une boîte en bois ornée et une enveloppe scellée. Jean-Luc les souleva avec précaution, sentant le poids de l'histoire dans ses mains. Réunis dans la bibliothèque, Jean-Luc ouvrit l'enveloppe avec soin. La voix de Sophie tremblait légèrement alors qu'elle la lisait à haute voix. « Ma chère Camille, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu. Le fardeau que j'ai porté pendant tant d'années te revient maintenant. Dès le jour où tu es arrivée dans cette maison, jeune femme effrayée cherchant refuge, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Pas par le sang, mais par la force de ton caractère et la pureté de ton cœur. Le médaillon t'a choisi, Camille, et avec lui vient une responsabilité plus grande que tu ne peux l'imaginer. La lignée de Valois a gardé ce secret pendant des générations, protégeant le monde de forces que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. La convergence approche, un moment où le voile entre les mondes s'amincit et où d'anciennes puissances menacent de s'éveiller. Le médaillon est la clé pour maintenir cet équilibre. Ma propre sœur, Margot, a cédé à l'attrait du pouvoir du médaillon. C'est pourquoi je dois te le confier. Toi, qui ne portes pas le sang de Valois, mais qui as le cœur d'une véritable gardienne. Avec cette lettre, je te laisse non seulement le médaillon, mais tout ce que je possède. Le manoir, les terres, l'héritage de Valois. Tout appartient à toi et à tes descendants. Protège le médaillon, protège le secret, et par-dessus tout, protège-toi, toi et ceux qui viendront après toi. Avec tout mon amour et ma foi, Geneviève de Valois. Un lourd silence plana dans la pièce après que Sophie eut terminé sa lecture. Élodie, qui avait écouté attentivement, serra plus fort le bébé, ses grands yeux reflétant la compréhension. Jean-Luc fut le premier à parler. « Élodie, dit-il doucement, sais-tu ce que cela signifie ?» La fillette hocha lentement la tête. « Le manoir ? C'est à moi ?»« Pas seulement le manoir, » expliqua doucement Sophie. « Tout ce qui appartenait à Geneviève t'appartient maintenant. Tu es la véritable héritière de l'héritage de Valois. » Élodie regarda le médaillon à son cou avec un mélange d'admiration et de peur. « Mais pourquoi moi ?» Jean-Luc s'agenouilla à côté d'elle, ses yeux rencontrant les siens. « Parce que ta mère était spéciale, Élodie. Et toi aussi. Geneviève a vu ça en Camille, et maintenant nous le voyons tous en toi. » Sophie ouvrit la boîte en bois, y trouvant un ensemble de documents légaux. « Tout est là, » dit-elle en parcourant les papiers. Acte de propriété, compte bancaire, tout transféré à Camille et par extension à Élodie. Jean-Luc hocha la tête, son esprit courant. Cela explique pourquoi Margot est si désespérée. Elle ne veut pas seulement le médaillon, elle veut tout le domaine de Valois. Mais cela n'explique toujours pas les hommes en noir ou comment ils semblent avoir de si vastes ressources, souligna Sophie. Peut-être que si, songea Jean-Luc. Si le médaillon a vraiment le pouvoir que suggère Geneviève, imaginez ce que des personnes sans scrupules feraient pour l'obtenir. Margot s'est peut-être alliée à des forces dangereuses dans sa poursuite. Élodie, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. Maman le savait. Elle savait qu'il viendrait. Jean-Luc et Sophie se tournèrent vers elle, attentifs. « Que veux-tu dire, Élodie ?» demanda doucement Sophie. « Cette nuit-là, la nuit où elle a disparu, » commença Élodie, la voix tremblante. Elle préparait quelque chose. Des dessins sur le sol, des bougies, des mots étranges. Elle a dit que c'était pour nous protéger, quand la tempête arriverait. Jean-Luc échangea un regard entendu avec Sophie. « Le rituel de protection », murmura-t-il. Camille a dû sentir le danger et a essayé d'activer les défenses du manoir. Mais quelque chose a mal tourné, conclut Sophie. Margot a interféré. Et maintenant, maman est partie, termina Élodie, des larmes brillant dans ses yeux. Jean-Luc attira la fillette dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité. « On la retrouvera, Élodie, je te le promets, et on te protégera, toi et l'héritage que Geneviève et ta mère t'ont confié. »
Alors que le soir tombait, projetant de longues ombres sur la bibliothèque, les 4 habitants du château de Valois firent face à une révélation qui changea tout. Élodie n'était pas seulement une enfant effrayée cherchant refuge, elle était l'héritière d'un héritage ancien et puissant. La convergence approchant et les ennemis se rassemblant dans l'ombre, Jean-Luc savait que les jours à venir seraient critiques. Il devrait percer les derniers secrets du médaillon, accomplir le rituel de protection et, d'une manière ou d'une autre, retrouver Camille. La vieille horloge continuait son tic-tac incessant, rappel constant que le temps pressait. Mais maintenant, armés de la vérité de Geneviève et de la certitude du droit d'Élodie, ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présenterait. La bataille pour l'avenir de la lignée de Valois était sur le point de commencer, et bien plus qu'un simple héritage était en jeu. Le ciel nocturne était lourd de nuages, laissant présager une tempête. À l'intérieur du château de Valois, la tension était palpable. Jean-Luc, Sophie, Élodie et le bébé attendaient dans le salon, les yeux errants vers les fenêtres, anticipant l'inévitable. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le crissement de pneus sur l'allée brisa le silence de la propriété. Jean-Luc se leva, échangeant un regard significatif avec Sophie. « Reste avec les enfants, marmonna-t-il. Tu sais quoi faire si quelque chose tourne mal. » Sophie hocha la tête, rapprochant Élodie et le bébé. Élodie serra le médaillon à son cou, ses grands yeux pleins de peur. Jean-Luc se dirigea vers la porte d'entrée, s'arrêtant un instant la main sur la poignée. Prenant une profonde inspiration, il l'ouvrit. Margot se tenait sur le porche, flanquée de 2 hommes en costume sombre. Son visage, autrefois élégant, était maintenant marqué par l'épuisement et une détermination féroce. « C'est fini, Jean-Luc, » dit-elle, la voix froide. « Remettez-moi le médaillon et les enfants, et personne ne sera blessé. » Jean-Luc bloqua l'entrée avec son corps. « Je pense que nous avons beaucoup à nous dire, Margot. Pourquoi n'entrez-vous pas ?»« Seul. » Les yeux de Margot se plissèrent alors qu'elle évaluait la situation. Après un moment de tension, elle fit signe à ses hommes de reculer. « 5 minutes, » concéda-t-elle. Une fois à l'intérieur, Jean-Luc conduisit Margot à la bibliothèque. Sophie était déjà là, ayant caché les enfants dans une pièce sécurisée. « Assez de jeu, » commença Margot, la voix tremblante. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Ce médaillon a un pouvoir qui dépasse notre entendement. C'est la clé d'une sorte de portail pendant la convergence, » l'interrompit Jean-Luc. Margot pâlit, clairement choquée qu'ils en sachent autant. Jean-Luc exploita son avantage. « Nous connaissons l'héritage de Valois, Margot. Nous savons que Geneviève a choisi Camille, pas vous. Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi vous feriez du mal à un enfant innocent pour ça. » Le sang-froid de Margot commença à se fissurer. Elle s'effondra dans un fauteuil, paraissant soudain très vieille et fatiguée. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. « Ce médaillon était le mien de droit. Je suis une de Valois par le sang. » Sophie se pencha en avant, sa voix étonnamment douce. « Pourquoi ne nous dites-vous pas tout, Margot ? La vérité, cette fois. » Margot les regarda un long moment, comme si elle pesait ses options. Finalement, avec un profond soupir, elle commença. « Geneviève et moi, nous étions très proches quand nous étions jeunes. Nous avons grandi en connaissant le pouvoir du médaillon, l'héritage que nous portions. Mais Geneviève a toujours été la favorite, l'élue. Quand le moment est venu de transmettre le médaillon, j'étais certaine que ce serait mon tour. » Elle marqua une pause, l'amertume s'insinuant dans sa voix. Puis Camille est arrivée, une fille de nulle part, sans lien familial. Pourtant, Geneviève l'a choisie, a dit que le médaillon l'avait appelée. Ridicule. Jean-Luc et Sophie écoutaient attentivement, les dernières pièces du puzzle s'emboîtant enfin. « Je ne pouvais pas l'accepter, » continua Margot. « J'ai passé des années à planifier, à attendre le bon moment. Quand j'ai appris que la convergence était proche, j'ai su que c'était ma dernière chance. »« Et le bébé ?» demanda doucement Sophie. « Vous avez prétendu être la grand-mère. » Margot parut sincèrement honteuse. « Un mensonge. Je pensais qu'il serait plus facile de prendre les enfants si je prétendais être une parente inquiète. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée de qui est le père du bébé. » Jean-Luc se pencha, son regard fixé sur Margot. « Et Camille ? Qu'est-il arrivé à Camille ?» Un silence épais, chargé d'une culpabilité non dite, recouvrit la pièce.
Finalement, Margot parla d'une voix à peine audible. « Elle est vivante !» La révélation frappa comme une bombe. Sophie haleta, tandis que Jean-Luc bondit sur ses pieds. « Où ?» exigea-t-il. Margot détourna le regard. « Dans une clinique privée, à quelques heures d'ici. Elle a eu un accident. »« Un accident que vous avez provoqué » accusa Jean-Luc, sa voix dure. Margot ne le nia pas. « Je voulais juste le médaillon. Elle n'était pas censée être si gravement blessée. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai paniqué. Je l'ai caché dans cette clinique. Je l'ai maintenu dans un coma artificiel. » Sophie se leva, horrifiée. « Comment avez-vous pu ? Elle a une fille. »« Je sais !» cria Margot, des larmes coulant enfin sur son visage. « Je sais, et je le regrette chaque jour. Mais je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Jean-Luc s'approcha de Margot, sa voix dangereusement calme. « Alors expliquez-le-nous. Qu'est-ce qui est en jeu exactement ?» La peur brillait dans les yeux de Margot. La convergence n'est pas seulement un événement mystique, c'est une opportunité. Le médaillon, il peut ouvrir des portes vers d'autres mondes, d'autres réalités. Imaginez le pouvoir, la connaissance que nous pourrions acquérir. Ou les horreurs que nous pourrions déchaîner, marmonna Sophie. Margot hocha la tête à contre-cœur. Oui, il y a des risques. C'est pourquoi le médaillon a toujours été protégé, transmis de gardien en gardien. Mais dans les bonnes mains? Vous voulez dire vos mains, coupa Jean-Luc, le dégoût perçant dans sa voix. Avant que Margot ne puisse répondre, un cri perçant rompit la tension. Élodie. Jean-Luc et Sophie se précipitèrent hors de la bibliothèque, Margot sur leurs talons. Dans le salon, ils trouvèrent un des hommes de main de Margot tenant Élodie, qui se débattait désespérément. Un autre homme tenait le bébé. « Lâchez-les !» rugit Jean-Luc en chargeant. Mais l'homme qui retenait Élodie sortit une arme, la pressant contre sa tempe. « Pas un pas de plus !» gronda-t-il. Margot parut sincèrement choquée. « Qu'est-ce que vous faites ? Ça ne faisait pas partie du plan. » L'homme rit froidement. « Les plans changent, Madame de Valois. Nos employeurs en ont assez d'attendre. Le médaillon maintenant, ou la fille meurt. » Le temps sembla se figer. Jean-Luc et Sophie se tenaient impuissants, frappés d'horreur. Le regard de Margot passait d'Élodie aux hommes de main, déchiré entre sa propre obsession et la vie de l'enfant. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le médaillon autour du cou d'Élodie se mit à briller, une lumière vive inondant la pièce. Les hommes crièrent, lâchant les enfants et se couvrant les yeux. Au milieu du chaos, Jean-Luc attrapa Élodie et le bébé, les tirant en lieu sûr. Sophie se positionna rapidement entre eux et les attaquant. Quand la lumière s'estompa, les hommes en costume avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. Margot se tenait à genoux, fixant Élodie avec un mélange de peur et d'admiration. « Le médaillon » chuchota-t-elle. « Il l'a vraiment choisi. » Jean-Luc tenait Élodie protecteur, croisant le regard de Margot. « C'est fini » dit-il fermement. « Plus de mensonges, plus de jeux. Vous nous emmenez à Camille. Ensuite, vous quittez nos vies pour toujours. » Vaincue et apparemment vieillie de plusieurs décennies, en quelques minutes, Margot hocha lentement la tête. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, c'est fini. » Alors que la tempête éclatait enfin dehors, ceux qui se trouvaient à l'intérieur du château de Valois se préparaient à entreprendre un voyage qui pourrait réunir une famille longtemps séparée et peut-être apporter enfin la paix à l'héritage turbulent qu'ils portaient. La vérité avait été révélée, mais les conséquences de cette vérité se déroulaient encore. La convergence approchant et le pouvoir du médaillon plus évident que jamais, l'avenir restait incertain. Pourtant, pour la première fois depuis un certain temps, une lueur d'espoir apparut à l'horizon. Le couloir de l'hôpital Saint-Michel semblait sans fin. Jean-Luc, Sophie et Élodie marchaient en silence, leurs pas résonnant sur les murs blancs et stériles. Margot suivait, flanquée de 2 policiers, son expression un masque de remords et de résignation. Enfin, ils atteignirent la chambre indiquée. Jean-Luc hésita, la main sur la poignée, regardant Élodie. La fillette serrait le médaillon, les yeux pleins d'espoir et de peur. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête, incapable de parler.
La porte s'ouvrit, révélant une scène à jamais gravée dans leur mémoire. Camille, pâle et fragile, mais indéniablement vivante, était assise droite dans son lit, clignant des yeux avec confusion à la lumière. « Maman » cria Élodie en se précipitant dans les bras de Camille. Le son de la voix de sa fille sembla réveiller quelque chose en Camille. Ses yeux se fixèrent, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle étreignait Élodie, avec toute la force que son corps affaibli pouvait rassembler. « Mon bébé » chuchota-t-elle, la voix rauque par manque d'usage. « Ma douce Élodie » Pas un seul œil ne resta sec dans la pièce. Même les policiers semblaient émus. Pendant que mère et fille se retrouvaient, les médecins expliquèrent à Jean-Luc et Sophie le miracle dont ils avaient été témoins. Contre toute attente, Camille s'était réveillée de son coma artificiel au moment même où le médaillon d'Élodie s'était allumé au manoir. « C'est comme si quelque chose l'avait rappelé », remarqua l'un des médecins, perplexe. Jean-Luc jeta un coup d'œil au médaillon, qui brillait encore doucement autour du cou d'Élodie. Combien d'autres secrets cet objet recelait-il? Au fil des heures, et à mesure que Camille reprenait conscience, elle commença à combler les pièces manquantes de l'histoire. « Le bébé, dit-elle, en regardant l'enfant dans les bras de Sophie. Il n'est pas le mien, comme vous avez dû le deviner. » Jean-Luc hocha la tête, l'encourageant à continuer. Camille prit une profonde inspiration avant de révéler. « C'est le bébé de Geneviève. » Cette bombe tomba sur la pièce avec un impact surprenant. Margot, qui se tenait à proximité, haleta audiblement. « Mais comment ?» demanda Sophie, regardant le bébé avec de nouveaux yeux. Camille expliqua. Geneviève a découvert qu'elle était enceinte peu de temps avant de mourir. Elle savait qu'elle ne survivrait pas à l'accouchement et m'a demandé de protéger l'enfant. Le bébé, il est spécial, tout comme Élodie. Jean-Luc commença à comprendre. L'héritage de Valois, ce n'est pas seulement le médaillon, c'est le sang. Camille hocha la tête. Exactement. Geneviève savait que Margot ferait n'importe quoi pour obtenir le pouvoir du médaillon. Elle m'a fait confiance pour protéger à la fois le pendentif et l'avenir de la famille. Margot, qui était restée silencieuse, semblait dévastée. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Si j'avais su que le bébé était celui de Geneviève. » Vous auriez fait quoi? Demanda durement Jean-Luc. Renoncer à votre quête obsessionnelle du pouvoir? Margot baissa la tête, sans voix. Camille continua, décrivant comment elle avait découvert les plans de Margot et tenté d'accomplir le rituel de protection la nuit de l'accident. « J'ai presque réussi, dit-elle en serrant la main d'Élodie. Mais Margot est arrivée avant que je puisse finir. Il y a eu une lutte et... Eh bien, vous connaissez la suite. » Les policiers, qui avaient tout entendu, s'avancèrent. « Madame de Valois, » annonça l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide et fraude. » Il menotta Margot. Margot n'offrit aucune résistance alors qu'il l'emmenait. Elle jeta un dernier regard à Camille et Élodie. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle. « Pour tout. » Margot partit, l'attention se reporta sur Camille et les enfants. Le bébé, comme s'il sentait l'importance du moment, se mit à pleurer. Camille tendit les bras et Sophie plaça doucement l'enfant dans son giron. « Bonjour, petit » murmura Camille, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée d'avoir mis si longtemps à revenir pour toi. » Élodie se blottit à côté de sa mère, une main sur le bébé, l'autre tenant le médaillon. « On est ensemble maintenant, » dit-elle simplement. Jean-Luc et Sophie regardaient, ayant l'impression d'assister à quelque chose de vraiment extraordinaire. L'héritage de Valois, si plein de secrets et de dangers, avait trouvé ses gardiens légitimes. « Et maintenant » demanda Sophie à Jean-Luc à voix basse. Il sourit, ressentant un véritable sentiment d'espoir pour la première fois depuis des jours. « Maintenant, on les protège, et on se prépare à tout ce que la convergence apportera. » Alors que le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur la scène, un sentiment de paix et de but remplit la pièce. Les secrets étaient révélés, les mensonges démasqués. La route à venir restait incertaine, avec la convergence approchant et les mystères du médaillon encore à dévoiler. Mais avec le retour de Camille, Élodie entrant dans son rôle d'héritière de l'héritage de Valois et le bébé de Geneviève en sécurité,
Il y avait un sentiment que, quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. La nuit s'installa sur la ville, mais à l'intérieur de cette chambre d'hôpital, une nouvelle lumière s'était levée. Une lumière d'espoir, de famille et d'un avenir qui, bien que difficile, promettait d'être extraordinaire. L'automne était arrivé au château de Valois, peignant les arbres du jardin dans des tons de rouge et d'or. L'air vif portait des promesses de nouveaux départs, faisant écho aux changements dans la vie de ses occupants au cours des derniers mois. Jean-Luc se tenait sur le porche, regardant Camille pousser Élodie sur une balançoire nouvellement installée, tandis que le bébé, Gaspard, maintenant âgé de près d'1 an, rampait sur l'herbe douce sous l'œil attentif de Sophie. La vue de ce bonheur domestique contrastait vivement avec les événements turbulents qui les avaient tous réunis. Souriant, Jean-Luc descendit les marches pour rejoindre le petit rassemblement dans la cour. Il portait un dossier de documents. « Tout est réglé », annonça-t-il en tendant le dossier à Camille. « Le manoir et toutes les propriétés de Valois sont maintenant officiellement à vos 3 noms. » Camille prit les papiers avec révérence, des larmes brillant dans ses yeux. « Jean-Luc, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. » Jean-Luc secoua doucement la tête, l'interrompant. « Il n'y a rien à remercier. C'est votre maison, votre héritage. Ça l'a toujours été. » Élodie, qui les avait rejoints, regarda curieusement les documents. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Camille s'agenouilla au niveau d'Élodie, un doux sourire aux lèvres. « Ça veut dire, mon amour, que c'est officiellement notre maison maintenant. La tienne, la mienne et celle du petit Gaspard. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Gaspard, c'est le nom du bébé ?» Camille hocha la tête. « Oui, c'était le nom du père de Geneviève. J'ai pensé que ce serait un bel hommage. » Jean-Luc regarda Élodie traiter l'information, son petit visage sérieux de concentration. « Alors, Gaspard est mon petit frère maintenant ?»« Oui, ma chérie, » confirma Camille en serrant Élodie dans ses bras. « Nous sommes une famille, toi, moi et Gaspard. Et même s'il n'est pas mon enfant par le sang, je l'aime comme s'il l'était, tout comme Geneviève m'aimait. » Élodie toucha le médaillon à son cou, maintenant propre et brillant au soleil. « C'est pour ça que le médaillon m'a choisi? Parce qu'on est une famille ?» Sophie, qui s'était rapprochée avec Gaspard dans les bras, sourit à la fillette. « Le médaillon a reconnu l'amour et le courage dans ton cœur, Élodie, tout comme Geneviève a vu ses qualités chez ta mère. » Élodie sembla réfléchir à cela avant de sourire, son visage s'illuminant. « Alors je serai la meilleure grande sœur du monde pour Gaspard. » Tout le monde rit, le son de la joie résonnant dans la cour, autrefois silencieuse. Se raclant la gorge, Jean-Luc attira leur attention. « Il y a encore une chose, » dit-il, l'air un peu nerveux. « J'ai acheté la maison d'à côté. » Camille parut surprise. « Tu emménages à côté ?» Il hocha la tête. « Si ça ne vous dérange pas, je sens que j'ai encore un rôle à jouer ici, en tant que protecteur, en tant qu'ami, en tant que famille, » ajouta Sophie en posant une main sur l'épaule de son frère. Camille sourit, des larmes de gratitude dans les yeux. Rien ne nous ferait plus plaisir. Vous deux, elle jeta un coup d'œil à Sophie. Faites partie de cette famille maintenant. Le cercle s'est agrandi. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur la propriété, le groupe retourna à l'intérieur du manoir. La vieille structure, autrefois remplie d'ombres et de secrets, semblait maintenant chaleureuse et vivante. Dans le salon, maintenant orné de photos de leur nouvelle famille élargie, Camille rassembla tout le monde pour un toast. « À la famille, » dit-elle en levant son verre. « À ceux qui sont ici, et à ceux qui nous guident d'ailleurs. »« À la famille, » répétèrent-ils tous en écho. Plus tard cette nuit-là, Gaspard enfin endormi dans son berceau de fortune et Élodie couchée après une journée d'excitation, Camille trouva Jean-Luc dans la bibliothèque. « Tu sais, » dit-elle doucement en regardant les étagères remplies de vieux volumes, « il y a encore tellement de choses que nous ne comprenons pas. Sur le médaillon, sur la convergence. » Jean-Luc hocha la tête avec sympathie. « C'est vrai, mais maintenant, nous avons le temps. Et plus important encore,
nous nous avons les uns les autres. » Camille sourit, prenant l'un des journaux de Geneviève. Elle écrivait toujours sur le pouvoir de l'amour. Comment c'était la vraie magie derrière tout ça? Je pense que je commence à peine à comprendre ce qu'elle voulait dire. L'amour nous a menés jusqu'ici, acquiesça Jean-Luc, et il nous guidera, quoi que l'avenir nous réserve. Dehors, une pleine lune brillait sur la propriété, la baignant de lumière argentée. Le médaillon, reposant sur la poitrine endormie d'Élodie, scintillait faiblement, comme s'il répondait à un appel lointain. Les jours qui suivirent apportèrent une routine confortable au château de Valois. Les matins étaient remplis des rires des enfants et de l'arôme du café frais. Les après-midi voyaient Élodie et Gaspard jouer dans le jardin sous l'œil attentif de Camille, tandis que Jean-Luc et Sophie se joignaient souvent à eux pour des déjeuners décontractés ou des dîners de famille. La bibliothèque, autrefois un lieu de peur cachée, devint un havre de savoir. Camille y passa des heures, parcourant les journaux de Geneviève et déchiffrant les documents les plus mystérieux du manoir avec l'aide de Jean-Luc et Sophie. Élodie, toujours curieuse, les rejoignait fréquemment, absorbant les histoires des générations passées et la véritable signification de son rôle de gardienne du médaillon. À la tombée de la nuit, lorsque le manoir devenait silencieux, il n'était pas rare de les trouver tous réunis dans le salon. Sophie racontait des histoires de sa voix douce, berçant Gaspard jusqu'au sommeil. Jean-Luc et Camille discutaient des plans pour l'avenir, des plans pour protéger et nourrir l'héritage qu'ils partageaient maintenant. Et Élodie, recroquevillée sur le tapis avec un livre de contes de fées, jetait parfois un regard émerveillé sur la famille qu'elle avait trouvée. Le château de Valois, autrefois symbole de secrets et de chagrins, semblait transformé. Ses murs, qui avaient résonné des murmures de complots et de peurs anciennes, vibraient maintenant de rires et de paroles douces. Les couloirs sombres avaient laissé place à des espaces accueillants, ornés de photographies et de souvenirs de moments plus heureux. Le médaillon, encore mystérieux à bien des égards, ressemblait moins à un fardeau qu'à une bénédiction. Sa faible lueur était un rappel constant de l'amour de Geneviève, du courage de Camille et de l'innocence d'Élodie, tous liés par un héritage de protection et de soins. Bien que la convergence planât encore à l'horizon, un événement qu'ils devraient un jour affronter, il y avait un sentiment croissant qu'ensemble, ils pourraient faire face à n'importe quel défi. Le cercle de protection, à la fois littéral et figuré, avait été fortifié par l'amour et la confiance qui remplissaient maintenant le manoir. Et ainsi, le château de Valois entra dans une nouvelle ère, une ère d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Dans cette ère, les secrets du passé devinrent des guides pour l'avenir plutôt que des fardeaux. Dans cette ère, une famille liée non seulement par le sang, mais par le choix et le destin, se tiendrait prête à affronter tout ce qui se présenterait, unie et forte.